Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 82. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant ou infantilisé. Et surtout, pratiquez la proximité cinéphile. En faisant quoi? En venant voir les films à l'Odyssée. Le film dont je vais vous parler dans cette suggestion, c'est Ninotchka de Ernst Lubitsch, qui est précisément programmé à l'Odyssée du 22 juin jusqu'au 14 juillet. C'est un véritable 2020. C'est un véritable chef-d'œuvre, Ninotchka. Comme pratiquement tous les films de Ernst Lubitsch, pour que les choses soient parfaitement claires entre vous et nous. Le film date de 1939, un casting de rêve avec Greta Garbo et puis Melvyn Douglas qui joue le rôle d'un comte parisien. C'est un film qui a été produit par la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, société avec laquelle Ernst Lubitsch décide de travailler à partir de 1939 parce que ces films précédents n'avaient pas eu tout le succès rentable qui intéressait le producteur précédent, et donc Lubitsch décide de rompre les ponts avec ce producteur et de se rapprocher de la MGM. Il a un projet dont je vous ai parlé dans une suggestion cinéphile précédente, c'est Shop Around the Corner, mais la MGM lui dit d'accord, on produira ce film, mais d'abord il faut que tu tournes le film Ninotchka. Et donc Lubitsch va s'exécuter. En 1939, il va tourner, réaliser, produire ce film avec l'aide de la MGM. Il rêvait depuis 1932 de pouvoir accrocher à son palmarès de chasse en tant que réalisateur Greta Garbo, star mondialement universelle, universellement mondiale si vous préférez. Il avait déjà tourné avec Marlène Dietrich pour Ange, et là il tenait beaucoup à Greta Garbo et il va l'obtenir. Greta Garbo va jouer dans le film. Alors l'histoire du film, c'est adapté d'une pièce de théâtre d'un écrivain d'origine hongroise, donc encore une fois une source d'inspiration venue d'Europe centrale et qui est très sympathique, qui évidemment a intéressé la MGM parce que on pouvait faire un peu d'anticommunisme, mais le propos du film n'était pas vraiment anticommuniste, c'était plutôt de désamorcer les certitudes soi-disant définies et définitives par définition, élaborées par ceux qui ont des convictions très strictes, qu'elles soient à gauche ou à droite, ces convictions. Eh bien, c'était une façon de relativiser les choses et finalement de s'inscrire dans le sillage d'un Stefan Zweig qui a écrit les années 30 un essai qui est formidable, qui s'appelle Conscience contre violence, et qui montre que aucune idée, aussi généreuse et formidable soit-elle, ne mérite qu'on tue et ne justifie que l'on tue d'autres personnes. C'est une règle de base, et c'est dans le cadre de cette règle de base qu'après on peut avoir des convictions généreuses à gauche ou des convictions moins généreuses à droite, mais à la condition de ne pas accepter le fait qu'on puisse tuer pour ces convictions-là. Et c'est en critiquant Calvin que Stefan Zweig développe sa subtile, riche, terriblement, au bon sens du terme, humaniste philosophie dans cet essai Conscience contre violence. Eh bien, c'est un peu dans ce même état d'esprit que le sujet du film apparaît. 3 commissaires bolcheviques, je rigole parce qu'ils sont joués par des acteurs formidables, dont qu'on va retrouver aussi dans To Be or Not To Be, notamment, un peu plus tard.
eh bien, 3 commissaires bolcheviks sont à Paris pour vendre les bijoux d'une aristocrate tsariste. Mais évidemment, les plaisirs de la vie parisienne, qui est quand même le symbole d'un mode de vie jubilatoire, hédoniste, si vous voulez, à l'époque, eh bien, font qu'ils n'arrivent pas à conclure, comme s'il y avait un mur invisible qui empêchait de régler la négociation et permettait, par voie de conséquence, à nos 3 larrons, de continuer à rester aux frais de la princesse, mais princesse bolchevique cette fois, le gouvernement bolchevique, de rester à Paris et de mener la grande vie à Paris, pour eux. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement bolchevique va envoyer une super commissaire du peuple, enfin employé, convaincu, pour cadrer, superviser nos 3 larrons et pour conclure au plus vite l'affaire de la vente de ces bijoux pour assurer de l'argent au régime soviétique. Et c'est à partir de cette intrigue de base que les choses vont se perturber parce que, évidemment, et c'est là la subtilité du propos du film, elle va arriver à ses fins, mais au passage, il y a quelque chose qui va se fissurer dans le monde de ces certitudes. Parce qu'elle va croiser un aristocrate parisien qui en fait agit pour une aristocrate russe qui était justement la propriétaire des bijoux que nos 3 amis veulent vendre en France et qui s'efforce de les récupérer. Et il va y avoir effectivement une attirance de Greta Garbo, la commissaire bolchevique qui est envoyée, et l'aristocrate parisien, Melvyn Douglas, qui va faire que cette attirance va prendre le dessus sur la mission officielle de vente des bijoux, ou la mission officieuse, mais réelle, de l'aristocrate parisien de récupérer les bijoux et de les subtiliser des mains du pouvoir bolchevique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le film développe une leçon très humaniste. C'est-à-dire que si le film s'était limité à un anticommunisme de bonne aloi, en disant oui, bon, vous voyez, ils sont dans la pauvreté, les bolcheviks, alors qu'à Paris, il y a quand même l'abondance, le luxe, bon. Tout le monde sait que le luxe, c'est pour certains. Comme disait l'autre, on est tous égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Et que cette belle vie parisienne, elle se développe dans un contexte où certains sifflent ou soufflent dans des verres vides que d'autres boivent plein. C'est-à-dire qu'il y a de fortes inégalités. Mais là, au contraire, eh bien, ce que le film, le scénario et le film, scénario auquel d'ailleurs Billy Wilder a participé, propose, c'est que aussi haut soit-on assis au sommet de ces certitudes idéologiques et politiques, eh bien, on n'est jamais, en définitive, assis que sur le fondement de son humanité. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et que l'autre, qui n'a pas les mêmes convictions, n'est pas forcément un alien, un monstre, mais que c'est un être dont les larmes, quand elles coulent des yeux, ont la même saveur, le sang, quand il est répandu, a la même couleur, et le battement du cœur se développe au même rythme. Eh bien, ça, c'est la leçon formidable, parce qu'au fond, 2 êtres qui étaient programmés pour se combattre, pour s'affronter, eh bien, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Greta Garbo et Melvyn Douglas, leurs personnages, bien sûr. Et ce film, donc, ainsi, va être une formidable leçon d'humanisme, qui ne va pas permettre, évidemment, d'empêcher le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va quand même désamorcer un certain nombre de choses, parce qu'à l'époque,
Rappelons-nous, en France, par exemple, eh bien, toute une série de gens avaient le culot de dire mieux vaut Hitler que le Front populaire, ce qui a été le socle préparant l'infâme et abject et dégoûtant régime de collaboration du soi-disant ou du dénommé maréchal Pétain, avec tout son cortège de tragédies, de meurtres, d'assassinats. Revenons à Ninotchka, une formidable leçon d'humanité qui fait que lorsque l'on s'aime, eh bien c'est ce rapprochement des cœurs qui est le plus important et qui évidemment doit s'imposer par rapport à la défense de ses convictions, même si ça ne doit pas empêcher de défendre ses convictions, mais ça doit se faire au prix d'un humanisme et du respect de la dignité et de la diversité des êtres humains. Un très grand film, Ninotchka, avec des acteurs, une pétillance, dirais-je, ça bouillonne de drôlerie et c'est une des meilleures façons intelligentes de faire exercer ses zygomatiques tout en développant une gymnastique de l'intelligence, de l'esprit et une gymnastique du cœur. C'est au fond ce qu'on demande au cinéma et c'est ce que vous pourrez vivre en venant voir Ninotchka du 22 juin au 14 juillet à l'Odyssée. Prenez bien soin de vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.